Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Michel Dupuis et je suis ergonome au CMIE SEST. Et donc nous avons rendez-vous aujourd'hui pour une présentation concernant l'installation et la posture en télétravail. Donc, il faut savoir que c'est un atelier que historiquement on proposait à nos adhérents sur le terrain. Et évidemment, depuis 2 ans maintenant, on le fait plutôt en format webinaire. Et on a rajouté une petite mention télétravail parce que autant avant, on faisait beaucoup de sensibilisation sur le poste de travail général, autant maintenant, vu l'engouement qu'il y a pour le télétravail, imposé ou non, on se rend compte au fur et à mesure que, notamment les médecins du travail, rencontrent de plus en plus souvent des personnes qui rencontrent des problématiques, par exemple dorsales, qu'ils n'avaient pas forcément lorsqu'ils travaillaient sur leur poste de travail classique. Donc, on va voir ensemble, déjà dans un premier temps, mais qu'est-ce que le dos, pourquoi il faudra en prendre soin, et dans un deuxième temps, qu'est-ce que on peut vous conseiller en termes d'aménagement, par exemple, assez simple à réaliser pour tout de suite avoir une meilleure qualité de vie en télétravail. Du coup, pour commencer, je vais vous poser une première question à laquelle vous pouvez répondre dans l'espace discussion. Qui a déjà eu mal au dos parmi vous? Ou levez la main, voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez voir que le mal de dos peut concerner de base beaucoup de monde. Hein. Et oui, c'est pour ça qu'on est là aussi. Donc, pour continuer sur les petites questions, justement en lien avec ça, à votre avis, quel est le pourcentage de salariés qui ont ou auront des problèmes de dos? 80, 100%. Ouais. Oh, et puis en plus, on a des bonnes réponses, c'est fou. Donc, on va essayer de ne pas être trop pessimiste, même si, je pense que quand on dit ça, on demande ça aux gens, certaines personnes, de base, on dit « Oh, mais non, moi, j'ai jamais mal ». Donc, c'est pour ça que ça doit fausser un peu ce chiffre-là. Mais les chiffres officiels, c'est qu'on est sur 66% de personnes qui seront atteintes de mal de dos au moins une fois dans leur vie. Donc, source INRS 2018, je pense que maintenant, lorsqu'ils vont réactualiser leurs chiffres, avec le télétravail, on va être à un plus fort pourcentage de toute manière. Donc, si vous avez dit plus de 66%, vous êtes bon, et je pense que vous êtes globalement tous bons. À votre avis, quel est le pourcentage des accidents de travail liés à un mal de dos? Donc, attention, un peu plus technique. 40%, 20%. OK. Alors, en fait, on est sur du 20%. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres types d'accidents du travail qui peuvent exister, mais 20% sur la pléthore d'accidents du travail, c'est quand même énorme. Donc, 20% des accidents du travail qui sont liés à une lombalgie pour une moyenne de 2 mois d'arrêt en plus. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. Et à votre avis, quel est le temps moyen quotidien passé devant un écran, donc télévision, smartphone, ordinateur, tablette, en dehors de l'activité professionnelle? Donc là, on est bien en dehors. C'est beaucoup trop. OK. Alors, on est sur du 4h30. Donc, source deuxième baromètre sur l'hyperconnexion réalisé par l'Institut BVA en 2019. Donc, à ces 4h30 là en moyenne, vous rajoutez votre temps de travail si vous êtes sur du poste de travail informatique classique. Vous voyez qu'on passe vraiment beaucoup de temps devant un écran. Donc, ce serait bien qu'au moins dans l'activité professionnelle, on apprenne à bien se positionner, par exemple. Donc, quelques causes possibles de mal de dos.
On va pouvoir avoir, par exemple, le manque d'activité physique. Et bien sûr, quand on va occuper un poste plutôt type tertiaire informatique, ce n'est pas la vocation première du poste de bouger beaucoup, hein. Donc, on va être sédentaire, comme on appelle, et du coup, conjugué à de mauvaises postures. Il faut savoir que toute posture qui est maintenue dans le temps et mal gérée par le corps est mauvaise pour le corps, vu que le corps humain est fait pour bouger, hein. Donc, si vous êtes debout toute la journée ou assis toute la journée, même combat, votre corps ne va pas aimer ça. Vous avez ce qu'on appelle aussi les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est un grand terme qui a été inventé au début des années 2000. C'est des choses qui existaient déjà, hein. Ça regroupe l'essentiel des pathologies. Vous pouvez avoir, par exemple, au niveau musculaire, au niveau de tous les tissus mous du corps. Vous avez le stress, hein. Je pense que vous avez toutes et toutes entendu déjà l'expression « j'en ai plein le dos », hein. C'est le stress peut avoir comme conséquence d'aggraver des troubles musculo-squelettiques qui sont déjà présents. Donc, voilà, vous pouvez avoir mal au dos à cause du stress. Vous avez également, bien sûr, des maladies du dos, mais également d'autres types de maladies qui touchent de base pas forcément le dos. Donc, par exemple, des maladies, par exemple, des reins, mais qui, du coup, vont avoir un effet sur votre dos. Du coup, on ne va pas partir sur un cours type doctorat de médecine, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc, le dos, qu'est-ce que c'est concrètement? On va retrouver 3 composants différents. Le premier, ça va être le système nerveux, qui est composé de la moelle épinière et des nerfs rachidiens, qui vont transmettre les messages nerveux partout dans le corps. Mais vu que ça, c'est extrêmement fragile, la nature est bien faite, pour protéger le système nerveux, la nature nous a donné des os pour bien protéger cette matière fragile. Donc, ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, elle est constituée des vertèbres qui vont donc protéger la moelle épinière et maintenir la posture, et va être composée également entre chaque vertèbre de disques intervertébraux qui vont servir à absorber les chocs et qui vont donner de la flexibilité. Il faut savoir que ces disques sont composés à très haut pourcentage d'eau. Donc, un des premiers conseils que je peux vous donner dès à présent, c'est de vous hydrater assez régulièrement dans la journée pour maintenir vos disques intervertébraux en bonne santé. Et on verra tout à l'heure ce qui peut arriver justement à ces fameux disques. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle l'enveloppe qui va envelopper tout ça et qui est composé des ligaments, donc qui permettent de limiter les mouvements et servir de lien entre les vertèbres. Et vous avez également les muscles qui permettent de maintenir et de modifier la position du tronc. Donc voilà, on n'ira pas plus loin en termes de médical. Quels sont les différents mouvements que l'on peut réaliser avec son dos? Ils sont au nombre de 4. On va d'abord retrouver la flexion classique, hein, donc ce mouvement de se pencher en avant, avoir le dos courbé. Vous allez avoir l'extension. Donc, extension, là, c'est dans le sens inverse. Par exemple, vous cambrez votre dos pour aller attraper des éléments qui sont en hauteur, par exemple. Vous allez avoir également les mouvements de rotation. Donc, vous voyez, ceux qui ont des bureaux avec un retour, voilà, qu'on avait beaucoup à une époque, savent de quoi on parle. C'est typiquement ces mouvements-là de torsion du buste. Et vous avez également des mouvements de flexion latérale. Donc voilà, se pencher sur les côtés. Un petit rappel sur les mouvements. Et donc, on va revenir quand même sur les principales maladies du dos. Donc, elles peuvent être généralement rangées dans une de ces 2 cases, hein, cervicalgie, donc plutôt des douleurs au niveau du haut du dos, des cervicales, soit au niveau des lombalgies, plutôt au niveau des vertèbres lombaires. Il faut savoir que le terme algie, ça veut dire douleur, et le petit préfixe qu'on lui colle, ça va localiser la douleur, le lieu de la douleur. Vous avez également ce qu'on appelle la hernie discale. Donc là, vous avez d'afficher à l'écran une colonne vertébrale dont la plupart des disques intervertébraux sont sains, hein. Mais vous voyez qu'il y a un disque qui présente une petite excroissance.
rougeâtre, voilà, et cette excroissante va venir toucher un filament de couleur jaune, là, sur le petit schéma. Ce filament, ça va être un nerf. Et donc, bien sûr, quand on va pincer un nerf, le corps va ressentir ça comme un pincement électrique qui peut faire extrêmement mal. Donc, voilà, ces hernies discales vont apparaître quand on va réaliser des mouvements, par exemple, de flexion un peu trop intenses, par exemple, mais il faut que les disques en question soient déjà bien endommagés pour que ça vous fasse une hernie. Et malheureusement, à l'heure actuelle, si vous avez une hernie discale, vous avez une hernie discale. On n'est pas assez avancé en termes de médecine pour changer ces fameux disques intervertébraux. On peut éventuellement raboter un petit peu le disque pour donner faire un appel d'air, si vous voulez, au niveau du point de compression. Mais voilà, c'est vraiment compliqué de vivre avec ça. Donc, il faut au mieux essayer de prendre soin de son dos. Et oui, alors oui, je ne l'ai pas dit, mais les différents éléments vous seront envoyés par mail après. En termes de maladie du dos également, vous avez ce qu'on appelle la sciatique et la cruralgie. Donc, généralement, la sciatique, tout le monde sait ce que c'est. Hein. On va être sur une douleur très intense qui peut aller du derrière de la fesse vers le pied et les orteils. Et donc, ça, c'est dû également, sur le même principe que la hernie discale, à un pincement d'un nerf qui se trouve être le nerf sciatique. Et vous avez également la cruralgie qui est exactement la même chose, mais c'est le nerf crural qui va être touché. Et là, par contre, c'est un nerf qui passe par le dessus de la cuisse. Donc, c'est exactement la même chose, mais autant les gens, ils savent très bien reconnaître une sciatique maintenant, mais quand ça passe par le dessus de la cuisse, les gens, ils ont un peu peur. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose, un pincement de nerf, c'est un nerf différent. Je vais enchaîner rapidement aussi avec le cercle de l'évitement, ou on va appeler ça le cercle vicieux de la douleur. Donc, lorsque vous allez vous découvrir une dorsalgie, vous allez avoir des mouvements qui vont être douloureux, bien sûr. Et sauf que on va avoir peur de se faire mal, et du coup, on va, pour essayer de se préserver au plus possible, essayer de limiter nos mouvements. Sauf que du coup, on va perdre l'habitude de bouger à force de moins solliciter le corps, et du coup, on va entraîner des faiblesses musculaires, des raideurs musculaires, qui vont empirer les dorsalgies qui sont existantes déjà, voire en créer de nouvelles. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu à la télé, à la radio, il y a des spots de l'assurance maladie qui passent, le bon traitement, c'est le mouvement. Donc, par là, il ne faut pas entendre si j'ai une dorsalgie, j'avais l'habitude de courir un marathon tous les soirs, je vais continuer. On va peut-être pas pousser le vice jusque-là, mais vraiment essayer de ne pas vous stopper complètement et continuer les gestes du quotidien pour éviter tout ce qui est faiblesse musculaire. Donc, il faut savoir que le mal de dos est la plupart du temps d'origine musculaire. Donc, ça veut dire que 90% des lombalgies vont guérir spontanément au bout de 4 à 6 semaines. Juste, si vous sentez que soit c'est un peu trop violent, soit que ça dure plus que ces 4 à 6 semaines, il faut vraiment consulter votre médecin traitant. Alors, vous avez, je vous présente Emma, qui est un mannequin qui a été créé par une société qu'on peut retrouver notamment sur des salons type Préventica et qui représente votre future collègue d'ici 10 à 15 ans si elle continue d'avoir des mauvaises habitudes à son poste de travail. Donc, vous avez une personne qui va avoir un dos voûté qui va être causé par une mauvaise installation, une musculature insuffisante. Vous allez avoir une prise de poids conséquente à une sédentarité. Vous allez avoir des varices et des œdèmes au niveau des jambes dû à des mauvaises circulations sanguines, une installation inadéquate sur le siège. Et vous allez également avoir les yeux rouges qui vont être causés par de la sécheresse oculaire. Voilà.
Donc, j'ai la question de temps en temps, mesdames, le mannequin a été pris de sexe féminin parce que la majeure partie de la population qui est sur du travail tertiaire sont de sexe féminin. Hein. C'est pas un mauvais tour qu'a voulu vous jouer le prestataire qui a fabriqué les mannequins. C'est normal. Et ils n'ont pas fabriqué de mannequin homme, malheureusement. Je trouve ça triste. Donc, finalement, le mal de dos, quelle conduite à tenir? Donc, c'est un peu tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Hein. Ne pas s'immobiliser, continuer son activité physique habituelle et rechercher les causes et limiter l'exposition aux facteurs de risque, notamment au travail. Et ce qui me permet d'enchaîner sur la partie un peu plus ergonomie de la présentation. Et pour faire ça, je vais vous poser là encore une nouvelle question. Vous avez plein de sièges affichés à l'écran. Est-ce que vous pourriez me dire, parmi tous ces sièges-là, lequel serait le plus ergonomique? Voilà, dernier, premier. Ah, le ballon yoga. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord entre vous, ce qui montre bien que ce n'est pas une question très évidente. Mais du coup, je vais vous poser une nouvelle question et vous allez sûrement voir où je vais en venir. Mais au final, est-ce que ça existe vraiment, un siège ergonomique? Eh ben, la réponse, c'est non, hein, bien sûr. En fait, pour qu'un matériel soit ergonomique, il faudrait qu'il soit adapté à toutes les personnes et à toutes les situations. Et voilà, vous pouvez facilement imaginer qu'on se retrouve jamais dans ces situations-là. Pour les sièges au travail, il faudrait au mieux que le siège soit au minima adapté à l'activité de travail qui est réalisée. Par exemple, dans cette situation, le siège qui va être le plus adapté, ça va être le petit tabouret en bois, parce qu'il faut que la personne soit très bas au niveau du sol, soit très proche de la vache, et il faut qu'elle ait une bonne adhérence au niveau du sol. Donc, bien sûr, dans vos métiers, je pense qu'on ne va pas se retrouver sur du tabouret en bois, mais on va se retrouver plutôt dans les deux sièges qu'on va retrouver en bas à droite, et je dirais même plutôt l'avant-dernier. Donc, la principale différence entre ces deux sièges, ça va être la présence de tétières, vous l'avez noté. Et pour votre information, il faut savoir que j'ai vu un devis de siège passer il n'y a encore pas si longtemps, et à modèle égal, pour la rajout d'une tétière, on est facilement sur du 300-400 € en plus, rien que pour la tétière. Donc, la raison économique au niveau des entreprises fait que c'est quand même assez rare de trouver des sièges avec tétière en siège de base pour les entreprises. Mais il faut savoir également qu'au niveau médecine du travail, nous, on va conseiller les tétières uniquement pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un soutien très particulier au niveau du cervical et qui ne peuvent vraiment pas s'en passer. La plupart du temps, on va toujours vous conseiller des sièges de bureau comme l'avant-dernier. Les sièges de bureau qui peuvent être quand même réglables de plein de façons. On va voir ça un petit peu tout à l'heure. Vous avez également d'autres types de sièges. Donc, par exemple, si je prends les premiers, le fameux ballon de yoga, c'est des ballons qui vous permettent finalement de vous force à être un peu avec le dos droit et ça vous fait avoir d'autres types de positionnement, de type de posture. Mais j'ai employé un petit mot qui est un peu bizarre à utiliser dans ce genre de cas, c'est le mot force. En fait, lorsque vous êtes sur un ballon de yoga, par exemple, sur une durée de 5 heures, c'est un peu comme si vous étiez à la salle de sport pendant une durée de 5 heures. Donc, ça vous fait une bonne séance, mais je ne suis pas sûr que la grande majorité d'entre vous soit capable de tenir aussi longtemps sur un ballon. Ça existe, j'en ai déjà vu, de toute façon, mais c'est plutôt déconseillé. Donc, à la limite, si vous utilisez des ballons de yoga, vous pouvez, mais ce que l'on peut vous conseiller, c'est plutôt de les utiliser sur des temps assez courts, par exemple des sessions de 20-30 minutes de temps en temps dans votre journée pour alterner vos positions et toujours avoir
avoir un soutien lombaire avec un siège un peu plus classique. Alors, vous aurez au moins les slides et je verrai après pour l'enregistrement. Vous avez également au niveau des sièges, voilà, comme le deuxième modèle, des sièges vraiment très spécifiques. Et là, on a des fournisseurs de matériel qui arrivent à faire des choses très bien voilà, pour pallier à des handicaps vraiment très spécifiques pour des personnes mais qui ont de grosses pathologies et pour le coup, on ne peuvent décemment pas travailler avec des sièges de bureau classiques. Bon, on n'est vraiment pas sur les mêmes tarifs non plus, hein, pour le coup. Mais généralement, les personnes qui souffrent de handicap à ce point-là ont des documentations, ont une RQTH qui fait qu'au niveau des entreprises, bah, bizarrement, elles rechignent moins à fournir du matériel à ces personnes-là, vu qu'elles vont avoir une aide financière à côté. Voilà. Et après, bah, vous avez le fameux je ne sais même pas comment appeler ça, le siège couché. Bon, je pense que là, si on se met là-dedans, on ne va plus bouger de la journée et je ne pense pas que ce soit une très bonne chose d'arriver jusqu'à là. Bon, on verra bien ce que le futur nous en dit. Du coup, en pratique, vous avez d'afficher tout de suite à l'écran ce qu'on va appeler la position assise neutre. Et c'est ce vers quoi il faudrait qu'on tende lorsqu'on est sur un travail sur écran, que ce soit sur site ou en télétravail. Et du coup, on va voir ensemble maintenant comment essayer d'arriver à cette position-là. Un des premiers éléments à prendre en compte, ça va être le positionnement de l'écran. Voilà, donc, ce qu'on peut vous conseiller déjà dans un premier temps, c'est en termes de distance, d'avoir le bras à une distance de un bras doigt tendu de vous. La distance à faire évoluer en fonction de vos propres pathologies visuelles. Hein. Il y a des personnes qui ont une meilleure vision de près ou de loin. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, ça va être de placer l'écran comme le petit bonhomme sur l'écran et de rapprocher ou d'éloigner légèrement l'écran en fonction de ce qui vous plaît le plus. Vous avez également un autre élément à régler au niveau de l'écran, ça va être la hauteur. Généralement, on a tendance à penser qu'il vaut mieux avoir le regard au niveau du centre de l'écran. Comme ça, on peut aller facilement en haut et en bas de l'écran avec le regard. Voilà, c'est moins gênant. Sauf que pour aller consulter des éléments qui sont en haut de l'écran, on va avoir un mouvement de pincement de la nuque. Et ça, c'est un mouvement qui est vraiment très mal géré par le corps et qui, en fin de journée, peut vous occasionner voilà, de très grosses douleurs au niveau des cervicales. Du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de plutôt positionner le haut de l'écran au niveau de la ligne de vos yeux, ce qui vous permet d'avoir une vue plongeante sur l'entièreté de l'écran. Et c'est d'autant plus vrai si vous portez des verres progressifs. Voilà, vous avez une meilleure vision dans le bas des foyers de vos lunettes. Et du coup, là, je vous conseille même de descendre encore un peu plus la hauteur de l'écran. De toute façon, de manière générale, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux avoir un écran qui est un peu trop bas que trop haut, en tout cas. Et en termes d'inclinaison, vous allez avoir l'écran entre 0 et 20 degrés. Voilà, c'est juste au-dessus, vous aurez un peu de mal à consulter ce qu'il y a au niveau de l'écran. On parlera des sièges un peu plus tard. Et du coup, vous allez me dire, mais comment je fais avec un ordinateur portable? Parce que c'est bien beau, mais du coup, moi, j'ai que ça à la maison. Donc, déjà, je pense que l'image de gauche, ça vous parle. Hein, cette posture avec ordinateur portable, en fait, on se retrouve dans cette position-là parce que, certes, l'écran est très bas, mais il est très proche. Il est très proche, pourquoi? Parce qu'on a besoin de taper, par exemple, utiliser le pad du PC portable. Et c'est cette configuration-là qui fait que vous allez avoir tendance à, au fur et à mesure de la journée, vous sentir aspiré par l'écran et à avoir le dos courbé. Une des solutions qu'on peut envisager, hein, ça peut être, si vous avez un clavier et une souris, de positionner votre PC portable sur soit un support, soit un rehausseur, soit toute surface qui vous permet de positionner votre écran comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure. Ça peut être des ramettes de papier, ça peut être des boîtes à chaussures également, des choses que vous pouvez avoir facilement à la maison. Voilà, il faut vous dire que
il faut juste avoir clavier et souris en plus. Mais rien qu'avec ça, vous pouvez avoir une posture qui est nettement mieux pour votre corps. Donc, tout ça pour éviter ces types de postures-là. Hein. Donc, bon, on ne va pas se mentir, de toute façon, vous comme moi, on se retrouve toutes et tous forcément dans ces postures-là à un moment dans la journée. Mais le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut que vous ayez conscience que vous vous retrouvez dans ces mouvements-là lorsque vous les faites, pour vous dire, ah non, là, c'est pas très bien pour mon dos, pour mon corps, je vais alterner les positions. Et ça, c'est vraiment le conseil minimal de base, hein, parce que bon, malheureusement, en télétravail, on n'a pas toutes et tous la même configuration, les mêmes espaces, et il y a des personnes qui ne vont pas avoir, par exemple, de bureau ou de table pour bien se positionner. Là, quand on n'a qu'un canapé, par exemple, le conseil minimal, ça va être vraiment d'alterner les positions. Pourquoi pas de temps en temps, voilà, j'ai une planche à repasser, travailler debout avec l'ordinateur positionné sur la planche à repasser. Voilà. Au moins, bouger dans la journée, c'est le conseil minimal. Donc, on va enchaîner sur 3 slides qui vont vous fournir des conseils d'installation en fonction de ce que vous avez à domicile comme matériel. Donc, par exemple, si vous ne disposez pas d'équipement auxiliaire type clavier, écran, souris, le but du jeu, ça va être d'appuyer vos avant-bras sur le plan de travail, de vous rapprocher du plan de travail en reculant légèrement l'ordinateur, en gardant les coudes le long du corps, et on applique le conseil minimal de base, de procéder à des étirements réguliers pour garder une posture du corps dynamique. Vous allez ensuite avoir une configuration, vous allez avoir clavier et souris en déporté. Et là, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser des documents, soit des supports pour PC portable si vous avez la chance d'en avoir, ou alors typiquement des livres, des boîtes à chaussures, tout ce qui vous passe sous la main pour venir rehausser le PC portable et le positionner en termes de hauteur et de profondeur, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et là encore, vous notez qu'il faut essayer de placer le clavier et la souris de sorte que vous puissiez reposer vos avant-bras sur votre plan de travail et avoir les coudes le long du corps. Et enfin, si vous disposez d'équipements auxiliaires, type écran, clavier et souris déportés, vous pouvez là régler l'écran comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, voilà, vous positionnez bien le bord supérieur de l'écran au niveau de vos yeux et vous gardez toujours le clavier souris pour poser vos avant-bras sur le plan de travail et les coudes le long du corps, bien sûr, si vous n'avez pas d'accoudoir. Donc, là, c'est très bien, mais il y a peut-être besoin d'ajustement. Par exemple, vous me dites, moi, je respecte ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je suis bien assis dans mon siège, voilà, très bien, mais j'ai les épaules qui sont un peu surélevées. Et ça peut être dû au fait que votre siège est un peu bas par rapport au niveau de votre table et qu'on n'a pas forcément tous des sièges réglables en hauteur à la maison. Du coup, ça fait que j'ai les épaules contractées comme ça parce que la table est trop haute. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de positionner, par exemple, un coussin sur votre assise. Comme ça va vous relever naturellement et vous allez avoir des épaules un peu plus détendues. Donc, attention si vous faites ça, vous allez vous grandir en hauteur, mais du coup, vous allez peut-être plus toucher le sol. Compliqué. Ou si vous êtes un peu petit aussi. Donc, vu que généralement, on n'a pas trop de repose-pied professionnel à la maison, on peut vous conseiller également de positionner soit boîte aux chaussures également, ça marche bien, des éléments qui nous permettent vraiment de garder l'angulation des jambes à 90 degrés. Et également, si vous me dites que dans mon siège, quand je suis assis sur mon poste de travail, mais mon dos, il n'est pas soutenu, là, vous pouvez également utiliser un coussin également, où vous avez la fameuse astuce de la serviette enroulée qui vont vous permettre de combler votre creux lombaire et vous assurer du maintien. Alors, au niveau installation sur des lieux de télétravail,
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué de se positionner pour certaines personnes. Si votre logement vous le permet, préférez une installation qui est plutôt perpendiculaire aux fenêtres pour éviter tout ce qui va être, éblouissement à votre poste de travail dû soit à des rayons du soleil que vous pourrez recevoir directement dans les yeux ou qui seraient réfléchis par votre écran. Vous avez également quelques réflexes que vous pouvez adopter. Par exemple, lorsque vous recevez des appels téléphoniques, vu que le conseil minimal, ça va être de rester dynamique au fur et à mesure de la journée, profitez-en, pourquoi pas, pour les passer debout, par exemple, ou rester dynamique peut-être en alternant les positions, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à travailler potentiellement debout de temps en temps, et en gardant également une activité physique régulière. Voilà, hein, donc ça peut être tout ce que vous voulez, hein, de la natation, vélo, rien que de la marche même, ça peut être intéressant. Si vous utilisez un double écran sur site, ça pourrait être intéressant également d'avoir une installation similaire chez vous. Et on verra un peu tout à l'heure comment on installe ces fameux double écrans. Également, si vous avez des documents en papier, voilà, il faut savoir que le bon positionnement pour les documents papier, normalement, c'est entre le clavier et l'écran. Hein. Généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on prend des feuilles et des choses qu'on a à noter ou consulter et on se positionne comme ceci, vraiment avec tout le dos et la nuque courbée pour pouvoir lire. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, position qui n'est pas forcément très bonne pour le corps. Donc, c'est vrai que la position idéale, ça reste quand même entre le clavier et l'écran pour être un peu moins courbé. Donc, pensez à garder ce réflexe-là. Gardez un lien social avec vos collègues, hein, notamment pour éviter tout ce qui est isolement. C'est très important. Au niveau des appels téléphoniques, ça aussi, évitez de coincer le téléphone entre l'épaule et l'oreille. Maintenant, on a beaucoup de solutions qui arrivent type casque, mais vous pouvez également en télétravail, si vous êtes seul chez vous, par exemple, ou qu'il n'y a pas d'autres télétravailleurs que vous pouvez embêter, ou des enfants, par exemple, n'hésitez pas à utiliser aussi tout ce qui est haut-parleur. Vraiment éviter de faire ce geste-là, c'est vraiment très mauvais pour la nuque. Choisissez bien votre tenue, hein. Donc, habillez-vous le matin et ne restez pas en vêtements un peu de confort, parce que vous allez avoir plus de mal à vous mettre au travail. Et également, respectez votre rythme de travail habituel avec les mêmes horaires. Ça, on retrouve beaucoup de personnes qui, vu qu'elles n'ont plus forcément les trajets à faire, se disent « Oh, du coup, je peux finir un dossier, je le fais qu'une fois, je le ferai plus. » Mais du coup, qui se retrouvent à le faire de plus en plus. Et puis finalement, le travail les mettent je vais dire en péril, mais c'est un peu fort. Mais je vais dire quand même mettre en péril un peu votre vie personnelle. Voilà, il faut savoir que le travail a été fait de base pour qu'on ait un temps de récupération entre chaque jour de travail. Donc, c'est très important de garder ce fonctionnement-là. Parce que si vous privilégiez un peu le travail sur du temps un peu vous étiez censé avoir en niveau perso, peut-être que la vie familiale en prendra un petit coup aussi. Donc, petit morceau qui est le réglage du siège de bureau. Je vais vous donner les éléments qui, pour moi, sont très importants en termes de réglage que doivent avoir les sièges. Pour moi, on a le premier réglage qui est sur tous les sièges. Là, vous n'allez même pas vous poser la question normalement. Ça va être le réglage de la hauteur du siège. Donc, alors tout ça, ça va être des conseils que vous pouvez appliquer sur site. Hein. Pas forcément chez vous en télétravail. Par contre, il y a des personnes qui ont des sièges de bureau vraiment à la maison, donc ça leur servira. Mais ça vous servira au moins sur site. Donc, vous allez lever ce fameux réglage de la hauteur de l'assise. C'est le réglage que tout le monde connaît, hein, pour le coup. C'est le réglage que tout le monde cherche le premier jour lorsqu'il arrive sur son siège de bureau. Et il y a plein de manettes où c'est compliqué. Hop, c'est la hauteur, c'est bon, j'ai trouvé, je suis sauvé. Sauf qu'on ne prend pas vraiment le temps de regarder tout ce que le siège peut proposer d'autre. Du coup, le bon réglage pour cette hauteur d'assise, ça va être le réglage qui, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé
des épaules, justement, et des épaules un peu relevées comme ceci. La bonne position, ça va être lorsque vous pourrez positionner vos bras sur le plan de travail avec les épaules pas très contractées et pas relâchées comme ça, mais vraiment bien en position neutre. Et du coup, ça veut dire que lorsque vous avez trouvé cette hauteur, si vous ne touchez pas le sol, il faudrait compenser ça avec, là aussi, un fameux repose-pied pour que vous puissiez avoir ce fameux positionnement avec les bras bien sur le bureau, épaules détendues et jambes à 90 degrés. Deuxième élément qui pour moi est essentiel au niveau du siège, ça va être la profondeur d'assise. Alors, la profondeur d'assise, on la retrouve sur de plus en plus de sièges, mais pas forcément sur tous. Et généralement, je rencontre beaucoup de personnes à l'époque où on faisait cette présentation en version physique qui me soutenaient mordicus que leur siège ne pouvait pas le faire. Et du coup, j'apportais un siège de leur entreprise. Je leur montrais, regardez, le bouton est là. Ils disaient, ah. Donc, c'est sur de plus en plus de sièges, mais pas sur tous. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Donc, là, le réglage de la profondeur d'assise, c'est ce qui va vous faire passer d'un siège avec une petite profondeur comme ceci à un siège avec une profondeur un peu plus conséquente. C'est très utile, notamment, par exemple, pour cette personne-là qui est un peu grande et qui aimerait bien avoir un peu plus de profondeur d'assise. Parce que qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Elle va avoir des pincements qui vont se faire au niveau du bord du siège qui peuvent à terme entraîner des problèmes de circulation sanguine. Donc là, parce que le poids de son corps est géré par juste cette toute petite partie de son corps, alors qu'elle devrait être gérée par l'ensemble de ses jambes. En termes de réglage, ce qu'on conseille, c'est de pouvoir positionner entre 2 et 3 doigts entre le bord de l'assise et ici, ici vos jambes. Autre réglage, là par exemple, qui n'est pas forcément essentiel, mais c'est bien de l'avoir, et il y a beaucoup de sièges qui l'ont, ça va être un réglage de la courbure lombaire. Vous voyez ce petit renfort ici. Donc, il peut se présenter de diverses manières. Si vous avez un siège super high-tech, ça peut être en forme de pompe de poire que vous pouvez gonfler et dégonfler à loisir. Généralement, c'est les sièges qui sont très évolués qui ont ça, et généralement, ce n'est pas le commun des personnes. Vous avez également des sièges qui peuvent disposer des dossiers qui sont sur des systèmes de crémaillère, et du coup, que vous pouvez surélever au fur et à mesure pour, vous allez avoir ce renfort lombaire qui va se surélever au fur et à mesure que vous levez votre dossier et se remettre en position basse une fois que vous avez atteint la hauteur maximale. Et vous avez également d'autres sièges, et là, c'est ceux qu'on retrouve le plus, avec des petits systèmes de réglettes qui sont accessibles sur les côtés. Et vous pouvez faire varier la hauteur de ce renfort lombaire en bougeant cette petite réglette vous avez au niveau des côtés de votre siège. Et on a des réglettes aussi qui sont accessibles par moment directement par l'arrière du fauteuil. Donc voilà, vous voyez qu'un siège, ça demande un peu d'investigation quand même au début. Et vous avez enfin la fameuse question des accoudoirs. Alors, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise utilisation des accoudoirs, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Par exemple, vous avez le droit de me dire, mais moi j'aime beaucoup utiliser mes accoudoirs et je veux les utiliser. À ce compte-là, le but, ça va être de positionner vos accoudoirs vraiment sur le même niveau que votre plan de travail et de rapprocher votre clavier. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans cette position-là, vous serez d'office bien calé au niveau de votre siège et vous êtes parti pour des heures de travail sur l'écran. Mais il y a des gens qui disent moi, j'aime pas trop les accoudoirs parce que lorsque je m'avance avec mon siège, mes accoudoirs butent sur le bureau et du coup, moi, je déteste ça. Donc, pas de souci. Là, le but, ça va être de baisser les accoudoirs pour faire en sorte qu'ils arrivent à passer sous le plan de travail et vous appliquez les conseils que j'ai pu vous donner juste avant avec le télétravail. Vous positionnez vos avant-bras sur le bureau,
du coup, vous reculez un peu le clavier pour que vous ayez bien vos avant-bras sur le bureau et que votre clavier soit accessible assez facilement. Et là, vous pianotez comme d'habitude. J'espère avoir répondu à vos questions sur les accoudoirs pour le coup. En termes de positionnement de l'écran, alors ça paraît logique, mais lorsqu'on travaille sur un simple écran, il vaut mieux l'avoir bien en face de vous pour éviter, vous savez, tous les mouvements de la nuque un peu compliqués, un peu sur les extrêmes, qui peuvent être répétés ou maintenus en fonction de positionnement de l'écran. Ceci dit, lorsqu'on a des fonctions type management ou RH, qu'on a besoin d'avoir des gens en face de soi, c'est pas forcément évident d'avoir cet fameux écran bien en face de vous. À la limite, pour ces fonctions-là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'équiper les postes de bras articulés qui permettent de facilement bouger l'écran, qui fait que lorsque vous recevez des gens, vous le mettez un peu sur le côté, mais dans la plupart du temps, vous le remettez bien en face de vous, et là, vous n'avez plus de problème. Et du coup, comment on fait lorsqu'on a deux écrans? Là, il va falloir que vous réfléchissiez à si vous avez un écran que vous utilisez vraiment le plus souvent, ou si vous utilisez les deux écrans de la même manière finalement. Donc, si vous utilisez les écrans de la même manière, ce qu'on va vous conseiller, c'est de les positionner plutôt comme ceci en éventail, qui fait que vous aurez moins de distance à parcourir au niveau de votre nuque pour aller de cette partie-là de l'écran jusqu'à la partie opposée, comparé à cette distance-là que vous pouvez avoir sur le schéma à côté. Voilà. Et par contre, si vous me dites, moi, non, j'ai plutôt un écran que j'utilise vraiment 90% du temps, c'est mon écran principal et j'ai un deuxième écran, là, il vaut mieux avoir votre écran principal bien en face de vous et l'écran secondaire un peu sur le côté. Et si vous avez la chance, par exemple, en télétravail, d'avoir un écran fixe et votre écran de PC portable, vu que l'écran de PC portable, généralement, il est un peu plus petit, il vaudrait mieux que vous paramétriez votre poste pour avoir votre écran principal avec soit votre écran fixe et que vous ayez le PC portable comme écran secondaire. Enfin, en ce qui concerne les éléments de périphérique de l'ordinateur, à savoir clavier et souris. Pour la souris, je suppose que vous connaissez facilement ce type de position-là. Alors, pourquoi on se retrouve dans ces positions-là? C'est parce que en entreprise, généralement, les fournitures de souris, c'est des achats qui sont faits en gros et des modèles moyens, du coup, qui vont convenir à la personne qui a une main moyenne. Il suffit que vous ayez une main un peu trop grande ou une main un peu trop petite, vous n'allez plus entrer dans cette moyenne-là. Et du coup, si vous avez une main trop grande, vous allez vous retrouver avec des pincements ici du bureau, du poignet sur votre bureau. Ou si vous avez une main un peu petite, vous allez vous retrouver avec ici un pincement plutôt en hauteur. Donc ça, c'est pas forcément une super chose. Vous pouvez également retrouver des mouvements ici de cassure du poignet vers la droite ou la gauche. Alors ça, ce mouvement-là, il est facilement compensable par l'ordinateur en modifiant la vitesse du pointeur de la souris. Donc, c'est dans les paramètres de votre ordinateur. Vous allez dans les paramètres de la souris et vous diminuez la vitesse du pointeur. Et du coup, ça fait que vous allez plutôt utiliser votre avant-bras plutôt que sursolliciter votre poignet pour aller bouger cette fameuse souris. Et également, éviter l'utilisation prolongée d'un repose-poignet. Généralement, quand je dis ça, on me regarde un peu bizarre. Oui, depuis que j'ai un repose-poignet, moi, ça va beaucoup mieux, j'ai plus mal. C'est possible. Ça, la science est comme ça, malheureusement. Mais lorsque on va utiliser un repose-poignet, on va quand même positionner notre poignet sur une surface qui est certes plus agréable. Généralement, c'est du gel ou de la mousse qu'on va avoir au niveau du repose-poignet. Mais du coup, vu qu'on va quand même créer une compression, il est possible qu'au bout d'un certain temps, vous puissiez ressentir une douleur.
Donc, pour éviter directement d'avoir à poser notre poignet sur une surface, généralement, ce qu'on a tendance à conseiller au niveau médecine du travail, c'est de passer sur des modèles plus en type souris verticale, qui vous permettent de garder le bras en position neutre et d'éviter tout ce qui est aplatir notre poignet sur la table. Donc, malheureusement, vous allez dans les supermarchés, à la Fnac, à Darty, j'en cite 3, et du coup, vous avez peut-être, si vous avez de la chance, vous avez peut-être un modèle de souris verticale, et si vous êtes gaucher, vous ne trouverez pas de toute façon en grande surface. C'est pas forcément facile à trouver, sauf si vous allez sur des sites de commerce un peu plus très grand public, là où vous pouvez en trouver des choses à prix très raisonnable, à moins de 20 euros, voilà, et qui marchent très bien. Donc, voilà, petit conseil si vous voulez vous équiper en termes de souris. Ensuite, avec le clavier, donc le but du clavier, ça va être d'être positionné le plus à plat possible. Donc, ça veut dire éviter d'utiliser les fameuses pattes du clavier. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a des pattes si on ne doit pas les utiliser? Je n'ai pas la réponse à ça. Ou alors, c'est peut-être à l'époque, on est passé de la machine à écrire qui était très pentue à vraiment l'outil informatique. Ils se sont dit, les concepteurs, on ne va peut-être pas trop leur mettre tout de suite à plat parce que sinon, ça va être, ils vont avoir du mal. Et du coup, voilà, c'est censé être mis à plat pour éviter, vous savez, ces fameux mouvements de je vais ancrer mes poignets sur la table pour aller taper. Et c'est un mouvement réflexe qu'on va avoir quand le clavier va être positionné avec les fameuses pattes. Vous allez voir, vous pouvez enlever les pattes de vos claviers et vous verrez que vous n'allez pas instinctivement aller vous ancrer au niveau de la table. Vous allez tout de suite avoir des mouvements plus en hauteur. Et c'est ça qu'on cherche à avoir. Alors, pour finir, quelques conseils pour prendre soin de son dos. Au travail, donc ça veut dire aussi, on n'en a pas trop parlé, mais faire des pauses. Donc, en termes de pauses, on dit des pauses raisonnables. Hein. C'est par exemple se lever un peu, faire une pause d'une ou 2 minutes toutes les heures, toutes les 2 heures, voilà, pour boire un verre d'eau. Voilà. Alterner les positions. C'est très important, c'est le fameux conseil de base que je vous rabâche depuis tout à l'heure. Et faire les bons réglages, comme j'ai pu vous les montrer tout à l'heure. Au niveau des tâches ménagères et des courses, vous avez la solution, adopter la posture de l'escrimeur. La fameuse, par exemple, si vous avez à passer l'aspirateur chez vous, plutôt utiliser vos jambes plutôt que de vous pencher. C'est un peu ça. Et quand vous utilisez vos jambes, ça ressemble à des postures d'escrimeur. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là. Et vous pouvez également répartir les poids de chaque côté du corps lorsque vous allez faire vos courses. Donc, par exemple, la solution pour porter un pack d'eau, ça va être soit vous prenez un deuxième pack d'eau pour être bien à l'équilibre, soit vous portez votre pack d'eau bien avec vous, vous le serrez contre vous là pour ne pas créer de déséquilibre, soit vous vous faites livrer, du coup vous vous pétez pas le dos, peut-être le dos de quelqu'un d'autre, mais ceci dit, c'est une personne qui aura peut-être des éléments que vous n'avez pas, vous, simple consommateur, lorsque vous faites vos courses. Et en termes de santé, essayez d'avoir une alimentation équilibrée, une activité physique régulière. Qu'est-ce qu'on entend par activité physique régulière? C'est pas, ouais, j'ai téléchargé l'application Corps de rêve en 30 jours, du coup, j'en suis très content. J'ai fait ma première séance hier soir et j'ai tenu bon, je suis très content de moi. Deuxième séance, on l'a fait, compliqué quand même, mais bon, j'y suis arrivé. Troisième séance, oh non, je ne peux pas la faire ce soir, j'ai quelque chose à faire, du coup, je reporte, sauf qu'on ne rattrape jamais la séance d'avant, et puis au final, on s'y met jamais. Non, lorsqu'on parle d'activité physique régulière, c'est essayer de se créer une routine d'au moins 10 minutes une fois par semaine, déjà pour commencer. Vous voyez, 10 minutes une fois par semaine, c'est pas grand-chose. Et ça peut être 10 minutes de quoi? De renforcement musculaire, d'étirement. Par exemple, ici, vous avez d'afficher des étirements qui sont facilement réalisables au travail et à la maison. Donc, là, vous avez la une qui est assez facile à faire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la numéro 5 qui marche très bien pour étirer vraiment tout le haut du corps, voilà, au niveau des épaules notamment.
Voilà, vous aurez les documents, ne vous inquiétez pas pour les retrouver. Et vous avez également, par exemple, des postures type posture de la chaise de yoga ou exercice de la planche, voilà, qui sont des mouvements qui conviennent tout à fait pour faire du renforcement musculaire. Et si vous me dites, ah oui, mais par exemple, la planche, compliqué hein, pour moi, vous inquiétez pas, c'est compliqué pour moi aussi. Et du coup, ce qu'on peut vous conseiller, c'est une application qui a été créée par l'assurance maladie qui s'appelle ActiveDo. Lorsque vous enclenchez ActiveDo, hein, qui est gratuite, hein, je place ça là, l'application va vous demander si vous avez l'habitude de pratiquer du sport ou pas, si vous avez mal au dos et si vous avez des pathologies particulières. Et l'application va vous proposer toute une banque d'exercices de renforcement musculaire, de relaxation et d'étirement. Et du coup, si il y a un truc qui ne vous plaît pas, vous pouvez en prendre une autre qui est tout aussi adaptée. Et c'est toujours des exercices proposés sur des durées très courtes, de l'ordre de 2 à 4 minutes. Et vous pouvez vous dire, allez, c'est parti, je m'y lance. Le mardi, je fais un ActiveDo 10 minutes. Et puis, vous vous rendez compte que ce n'est pas grand-chose. Donc, vous faites votre petite routine comme ça tous les mardis. Et puis après, vous vous dites, ah mais non, mais je vais le faire le jeudi aussi parce que finalement, ça ne me demande pas grand-chose. Et puis, au final, c'est comme ça que vous allez vous créer votre habitude. Voilà, on a fini avec tous les éléments que j'avais à vous présenter. Je vais regarder un petit peu les éléments que vous avez mis dans la discussion parce que j'ai vu qu'il y avait des choses, mais c'est un peu compliqué de tout consulter en même temps. Ouais. Alors, ce que je vous disais, hein, repose poignet, là, ça peut exister, hein, des gens qui avaient des problèmes et qui, depuis qu'ils ont un repose poignet, en ont. Et je ne vous dis pas du tout de l'enlever, loin de là. Mais sachez que si à un moment vous ressentez des douleurs qui reviennent, voilà, essayez de passer sur une souris verticale, ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas à parler de ça avec votre médecin du travail. Il pourra vraiment vous conseiller là-dessus. 10 minutes de marche, c'est très bien aussi. Hein. 10 minutes de marche, ça vous fait votre activité physique. Et puis, vous pouvez vous dire, ah, mais du coup, vu que je n'ai pas mes temps de trajet, plutôt que de finir mon fameux dossier, non, il ne faut pas que je finisse mon dossier. Il faut que quand je finis mon travail à l'heure, je finis mon travail. Peut-être profiter des anciens temps de trajet qu'on n'avait pas pour, pourquoi pas, aller faire le tour du pâté de maison. Pour être intéressant. Autre élément, on n'a pas trop discuté de ça non plus, mais au niveau du clavier, je ne sais pas si vous avez, conscience de ça, mais j'ai l'impression que les claviers sont de plus en plus grands. Et du coup, le fait qu'on ait des claviers de plus en plus grands, ça fait qu'on va positionner notre souris de plus en plus loin sur le côté. Ou alors, on va positionner la souris plutôt devant le clavier, mais ça, c'est plutôt une mauvaise position aussi. Hein. Vous allez avoir la souris très proche de vous, peut-être un peu trop proche pour le coup. Donc, si vous constatez que vous avez un écart avec la souris qui commence à être de beaucoup trop important, ce qui pourrait être intéressant, c'est de passer sur des modèles de clavier de taille un peu plus restreinte. Comment on fait ça? Maintenant, on a des claviers qui arrivent à être un peu plus compacts. Et il y a la question du pavé numérique. Est-ce que dans mon métier, j'utilise beaucoup le pavé numérique ou non? Et du coup, solution radicale, vous dites non, je n'utilise pas beaucoup mon pavé numérique. Hop, vous prenez un clavier sans pavé numérique et là, vous gagnez tout de suite en confort. Ça peut arriver. Voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre encore un peu, mais si c'est bon pour vous, voilà, je vous libère. Alors, en termes d'obligation de l'employeur, à l'heure actuelle, la réglementation n'est pas très claire là-dessus, justement. L'employeur est censé fournir du matériel, mais du coup, vu que rien n'est figé dans le marbre, généralement, ça passe par des discussions avec les partenaires sociaux. Voilà, et vu que rien n'est figé, c'est un peu compliqué, je dois bien vous l'avouer.
Là, on a beaucoup d'études de poste qui se font pour des gens qui sont en télétravail et pour les entreprises qui ne mettent pas forcément de choses en place pour les gens, en plus que le simple PC portable, c'est compliqué. En termes de conseils au niveau des fauteuils de bureau, alors à titre personnel, bon, c'est cher, ça certes. Il y a des modèles qui existent et qui sont potentiellement intéressants. On n'y pense pas forcément, mais on a des modèles chez Ikea. Je pense d'ailleurs à un type de modèle, bon, bizarrement, qui est en rupture de stock assez souvent, ce qui devait être pas trop mal, mais qui dispose de ce fameux dossier à crémaillère et qui peut être réglable au niveau de l'assise. C'est des choses qui peuvent exister et qui, en termes de prix, de mémoire, on arrive sur du 200 euros. Donc, sur des sièges voilà, qui peuvent être réglables, c'est quand même un bon niveau de prix. Et généralement, ce qu'on rencontre au niveau des autres types de vendeurs de sièges, en modèle préventif, avec au moins la profondeur d'assise, vous vous en tirez sur entre 200 et 300 euros max pour un premier niveau de siège. Donc voilà, à titre indicatif. Alors, je vois un avis sur les pointeurs centraux à utiliser avec les deux mains, mais justement, on les conseille pour les personnes, par exemple, si vous êtes droitier et que vous avez de très grosses douleurs à la main droite, on va essayer de décharger toute l'activité qui est réalisée par la main droite et d'en donner un petit peu à la main gauche. Donc, on utilise des pointeurs centraux maintenant pour ça, pour vraiment faire que la personne arrête de sursolliciter la main qui utilise la souris. Mais du coup, oui, c'est des matériaux qu'on préconise assez régulièrement. Tac, tac, tac. Bon, je pense que on a fait à peu près le tour. Donc, ben, je vous remercie pour vos questions bien pertinentes. En termes de support, vous recevrez ça après la présentation. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous ben, une bonne journée. Merci à vous.